Même si aucun film noir n'est sorti en 2025, l'esthétique, la grammaire visuelle de ce genre cinématographique se retrouve partout. L'avantage pour vous, c'est que toutes les techniques qu'ils ont mis au point, elles sont encore valables aujourd'hui. Et elles ont même deux gros avantages. Le premier, c'est pas cher à faire. Le deuxième, c'est que ça va donner un style incroyable à vos productions. C'est pour ça qu'on s'est lancé un défi et qu'on a réalisé une séquence de films noirs. Grâce à ça, on va pouvoir vous montrer toutes les techniques géniales qu'on a utilisées pendant le tournage, à savoir la gestion des contrastes forts, les Q-coloris, la gestion des ombres, du noir et blanc et du monochrome. Et pour ça, on va aller du tournage à l'étalonnage. Mais c'est quoi le film noir? Nous sommes au milieu des années 20. À cette époque-là, le cinéma, c'est principalement l'Europe et plus particulièrement la France. Mais on est aussi en période de transition et il y a un pays qui émerge petit à petit, ce sont les États-Unis. Sauf qu'ils ont un gros problème, ils ont un petit manque de talent en local, et donc ce qu'ils vont faire, c'est aller essayer de recruter des réalisateurs, particulièrement dans les pays d'Europe centrale, et parmi eux, il va y avoir Otto Preminger, Michael Curtiz, etc., qui vont déménager soit à la fin des années 20, soit au début des années 30. Le deuxième mouvement, ça va être l'apogée du nazisme. Et les nazis ayant occupé une bonne partie des pays d'Europe centrale, il va pousser pas mal de réalisateurs de ces pays, notamment la Hongrie, la Pologne, etc., à déménager aux États-Unis. Et ça va être notamment le cas de réalisateurs comme Billy Wilder. Ce qui fait qu'à la fin des années 30, début des années 40, il y a un gros vivier de talent aux États-Unis. Or, tous ces réalisateurs, ils ont grandi, ils ont été baignés dans un climat très particulier qui est celui du mouvement de l'expressionnisme allemand. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer à faire ce style-là. C'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils connaissent, c'est même parfois ce qu'ils ont été recrutés pour faire. Sauf qu'évidemment, tous ces réalisateurs, ils ne se sont pas encore fait un nom tout à fait à Hollywood. Et donc, qu'est-ce que fait Hollywood dans ces cas-là? Il leur donne un petit budget, aussi appelé budget de série B. Et parmi les genres assez proéminents de l'époque en série B, il y a le genre du film criminel, du film d'enquête, genres qui vont connecter avec tout le savoir-faire qu'ils ont amené de l'expressionnisme allemand, et les deux ensemble, ça va devenir le film noir. Dans les caractéristiques de l'expressionnisme allemand, ils vont particulièrement apprécier l'utilisation de décors expressifs, géométriques, parfois à la limite de l'abstrait, l'utilisation de cadres oppressants et parfois débulés, l'utilisation de très forts contrastes, et enfin l'utilisation du noir et blanc, puisque le film noir va être un des derniers genres cinématographiques à passer à la couleur dans le courant des années 50. Et la meilleure incarnation de cette transition entre l'Europe centrale et les États-Unis, entre l'expressionnisme allemand et le film noir, c'est Fritz Lang, puisqu'il a réussi à être connu dans les deux genres. Il a commencé dans l'expressionnisme allemand avec des grands films comme M le Maudit et Metropolis. Et une fois arrivé aux États-Unis, il a réalisé deux des plus grands films noirs, La Rue Rouge et La Femme au portrait. La séquence qu'on aimerait tourner est assez simple. Un homme est allongé sur un canapé, endormi. Il est réveillé par un texto, il se lève, ramasse un objet mystérieux, prend son manteau et sort. On le voit ensuite circuler un peu partout dans Paris et arriver à sa destination qui ressemble à s'y méprendre à une prison. Pour les plans en extérieur, la chronologie de notre histoire était tout ce qu'il y a de plus simple. Notre personnage prend le métro, sort du métro, marche dans la rue et arrive à sa destination. La difficulté, c'est qu'on voulait faire le tournage dans le centre de Paris, juste à côté de Notre-Dame. Comme vous le savez, c'est l'un des endroits les plus photographiés et les plus filmés au monde. Or, nous, ce qu'on veut, c'est pas le Paris tout droit sorti de Ratatouille, romantique, léger, avec des sons d'accordéon. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un film noir. Alors, dans notre balade, ce qu'on a fait, c'est essayer d'identifier tous les éléments qui pouvaient être pertinents. Des endroits avec des lumières très contrastées, des formes géométriques, des éléments un peu abstraits, des contre-jours, etc. L'une des premières choses qui nous a frappé, c'est ce pont. Et il est intéressant à deux titres. Lorsque vous regardez en dessous du pont, il y a toute une partie qui est grise, mal éclairée, un peu sombre. Et en plus, il y avait un petit triangle de lumière très géométrique. Et là, on est complètement dans la convention du cinéma expressionniste allemand. La deuxième chose qui nous intéressait, c'était le grand contre-jour au niveau du bar. Les gens qui passaient, ils avaient l'air de silhouettes oubliées et un peu perdues au milieu de la ville anonyme. Du coup, mon stagiaire s'est posé à un côté du pont, voilà. Je suis allé à l'autre côté du pont et j'ai commencé à faire des allers-retours pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Sauf que on n'avait pas de longue focale et sans longue focale, c'était difficile de savoir qui était notre personnage. Et pour ça, on s'est dit que le personnage que je jouais pouvait utiliser son smartphone pour regarder sa route et que ça ferait peut-être un effet un peu de phare dans la nuit. On a essayé et voilà ce que ça donne.
En face du pont, il y avait Notre-Dame. Et au-dessus de Notre-Dame, il y avait une grue. Et nous, on voulait absolument la mettre dans un plan parce qu'elle avait vraiment toutes les caractéristiques qui nous intéressaient. Pour filmer la grue, on avait deux options. On pouvait se reculer beaucoup et prendre une focale très très large pour la voir en entier et avoir tout le cadre, mais c'était un peu ennuyeux et ça faisait un peu trop décor de cinéma. Ou alors, et c'est l'option qu'on a choisie, on a fait une contre-plongée assez violente. Et l'intérêt de la contre-plongée, c'est que soudainement, on pouvait rendre le décor un peu abstrait. On reconnaît vaguement qu'il y a des bâtiments, mais c'est pas non plus clair. En faisant des tests, on s'est rendu compte que le feu du passage piéton projetait une lumière rouge très forte. Et le rouge, c'était vraiment ce qu'on voulait. Il y a un côté sanglant, il y a un côté passionnel, il y a un côté fort qui nous intéressait. Et là, tout ce qui nous restait à faire, c'est de coordonner tous ces éléments ensemble. C'est-à-dire qu'il fallait que la grue bouge en même temps que je bouge et que le feu soit au rouge. Le tout sans me faire écraser. Maintenant, ce qu'il nous fallait, c'est des plans de détail qu'on pourrait insérer un peu partout dans le montage. Et dans le cadre de nos recherches, on a identifié une rue en particulier qui nous semblait très intéressante à un titre. C'est que tout au long de cette rue, il y avait des lampadaires en hauteur qui projetaient une lumière zénitale avec des ondes très marquées. On a fait un premier essai et il y avait deux éléments qui polluaient un peu l'image, à savoir le trottoir et l'espèce de réparation qu'il y avait sur la voirie au niveau de l'asphalte. Ces deux éléments ensemble, ils rendaient le décor trop reconnaissable. Alors on a fait un ajustement d'angle de vue et voilà ce que ça donne. Avec ça, on n'avait toujours pas de plan de fin. Donc on a prolongé notre promenade et on est tombé sur cette grande porte qui est la porte de la préfecture. Pour nous, c'était parfait, ça ressemblait vraiment à une porte de film. Et histoire de pousser encore plus dans le côté carcéral et claustrophobe, on s'est dit « Hey, si on filmait tout ça à travers les grilles qui sont sur la gauche ?» Ensuite, on est allé tourner les plans de transition pour le métro. On s'est retrouvé sur les quais, au niveau de Saint-Michel, dans un endroit qui était glauque à souhait avec une forte odeur de pisse, et on a trouvé ce joli petit plan à contre-jour. En tournant ce plan, on s'est rendu compte que le métro il circulait derrière, et qu'on pouvait peut-être faire un jeu de mouvement entre d'un côté le personnage et de l'autre le métro. Et plus particulièrement, comme dans notre histoire, le personnage il est un peu à contre-courant, on dit que ça serait intéressant qu'ils aillent en sens inverse. Et un peu plus loin dans notre balade sur le quai, on a trouvé cette vitrine de métro qui avait deux particularités qui nous intéressaient. La première, elle diffusait une lumière assez douce et assez délicate. Et deuxièmement, elle était isolée du reste des lumières, donc on pouvait vraiment avoir un effet clair-obscur qui nous intéressait. Si je vous raconte tout ça, c'est pas seulement parce que je suis narcissique. C'est aussi parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. D'abord, je voulais vous montrer un peu la démarche intellectuelle. Certes, on avait un plan en partant. On avait des séquences à tourner, on avait une idée relativement précise de ce qu'on voulait, mais on s'est aussi laissé porter par ce qu'on voyait dans la ville. La conséquence de ça, c'est que on a eu pas mal de hasards heureux, c'est-à-dire de petits moments où on s'est dit « Ah, génial, on peut intégrer ça dans le plan et ça va être top ». L'un des exemples, ça peut être la grue, ça peut être le feu rouge, ça peut être également le métro qui part, mais ça, on ne pouvait pas le savoir d'avance. La seule manière de savoir ça, c'était d'être sur place. Donc, bougez-vous, faut expérimenter. Et enfin, je voulais vous montrer que même lorsqu'on filme une ville aussi représentée que Paris, il était possible de trouver des points de vue différents, de créer une atmosphère particulière et singulière qui n'est pas celle qu'on voit habituellement dans les cartes postales. L'étalonnage, il suit toujours les mêmes étapes, peu importe ce qu'on étalonne. Là, on a tourné une vidéo en S-Log 3 et volontairement, on a surexposé. Donc la première étape, ça va être de faire une correction d'exposition. La deuxième étape, ça va être d'appliquer un LUT pour nous faire passer du S-Log 3 au Rec 709. La troisième étape, ça va être de gérer tout ce qui est luminosité, donc on va utiliser les courbes de niveau, les courbes de contraste, etc. La quatrième étape, ça va être de gérer tout ce qui est couleur, donc ça peut être aussi bien la balance des blancs que créer des petits effets dans les highlights ou les lowlights. On peut aussi ajouter un petit LUT pour le côté artistique. Et enfin, on va ajouter des petits effets, donc ça peut être des effets pour donner l'impression que c'est de la pellicule, ça peut être du vignettage, etc. Pourquoi on fait dans cet ordre-là? La première raison, c'est que si vous ne respectez pas cet ordre-là, vous allez avoir beaucoup plus de travail. Prenons un exemple. J'ai envie que ce mur derrière moi, il soit d'une certaine teinte de bleu. Pour ça, je vais aller dans les réglages de couleur, dans les réglages de teinte, et je vais obtenir vraiment le bleu que je veux. Et juste après ça, vous ajustez vos contrastes, votre luminosité, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Tous vos petits réglages de couleur, ils tombent complètement à l'eau. Alors que si à l'inverse, vous faites dans le bon ordre, c'est-à-dire vous commencez par la luminosité, puis vous occupez des couleurs, votre réglage, il sera bon et il restera bon. La deuxième raison, elle est logicielle. Et pour vous expliquer ça, j'ai fait un petit croquis. Le S-Log 3, il est enregistré dans un espace colorimétrique qui s'appelle le S-Gamut 3,
qui est un espace colorimétrique assez large. Et ce qui se passe lorsque vous utilisez un LUT, c'est que vous prenez cet espace colorimétrique et vous le ramassez dans un espace colorimétrique qui est beaucoup plus petit, qui s'appelle le Rec 709. Donc les lumières fortes sont transformées en blanc dans le Rec 709, les noirs sont transformés en noir, et puis toutes les couleurs au milieu sont mixées pour arriver à ce résultat-là. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on s'est planté à l'exposition. Et c'est précisément ce qui nous est arrivé. C'était volontaire, hein, je précise. Et donc nous, on n'est pas ici. Nous, on est quelque part là. Et donc toute la zone ici, elle a été enregistrée. D'accord ? Il y a peut-être une petite perte de détails liée aux hautes lumières, mais il y a quand même de l'information ici, et on aimerait quand même garder cette information. Sauf que, à partir du moment où on le fait passer en Rec 709, toute cette partie-là, elle n'est pas transposée. On ne la retrouve pas ici, elle est perdue. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque je vais poursuivre mon étalonnage et que je m'amuserai à faire des modifications au niveau des hautes lumières, j'aurai une grosse perte d'informations et j'aurai un ciel uniforme ou j'aurai une feuille complètement cramée, bref, de la perte. Alors que si à l'inverse, je prends tout ça au niveau du S-Log 3, je fais un petit étalonnage correctif et que après je le passe en Rec 709, je garderai toute mon information, ou au moins une bonne partie de l'information qui est contenue ici. Dans le cas des images qu'on a tournées en extérieur, on n'a pas besoin de corriger notre exposition puisqu'on ne s'est pas planté, et on n'a pas besoin non plus d'avoir de LUT en entrée puisqu'on a tourné en Rec 709. Par contre, on aurait bien besoin d'un LUT en sortie parce qu'on veut obtenir l'esthétique film noir. Et pour ça, on va utiliser le plugin Dehancer. Dehancer, c'est un plugin qui fonctionne avec la plupart des grands logiciels de montage. Concrètement, vous avez une grande liste de LUT qui vous permettent de reproduire le look de certaines pellicules, aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Vous avez des outils pour créer du bruit tel qu'il était à l'époque, ou encore des effets de pellicule abîmée tels qu'on le trouvait dans les vieux films en noir et blanc. Et globalement, tous les réglages que vous avez sont extrêmement fins et extrêmement précis. On a commencé par choisir parmi les différents LUT noir et blanc que le logiciel propose, et on a choisi celui-ci. On a ajusté nos contrastes, on a ajouté du grain et des effets de pellicule abîmée. Le résultat en noir et blanc nous plaisait bien, mais on s'est dit que ce serait bête de ne pas tester une version en couleur. Et pour ça, notre inspiration, c'était le film Taxi Driver, particulièrement toutes les scènes de nuit où il y a plein de petites taches de couleur à gauche et à droite qui nous plaisaient bien. On a mis le LUT Kodak Supra 100, on a ajouté un peu de grain, du halo sur les lampes, et voilà le résultat. Si Dehancer vous intéresse, sachez qu'il existe aussi bien sous forme de plugin pour les différents logiciels de montage que sous forme d'une application iOS. Et dans tous les cas, il y a un lien d'affiliation dans la description. On a beaucoup transformé notre image initiale. Et le problème, c'est que lorsqu'on était au tournage, on ne savait pas exactement quel résultat on aurait. On ne savait pas si ça allait bien rendre ou si au contraire, le résultat serait pas du tout à la hauteur de nos espérances. C'est pour ça que dans ce genre de cas, il faut mieux faire des essais. Et comme on ne veut pas se compliquer la vie inutilement, on va faire des essais en intérieur, pas trop loin de son ordi d'étalonnage. Les films noirs, ils se reconnaissent avant tout pour une ambiance low-key. Ça veut dire que déjà, il y a un niveau de lumière global qui est assez faible, et ça signifie aussi qu'il y a des contrastes de lumière très forts. Or, nous, on a un problème. Là, j'ai mis une grosse softbox, et c'est le contraire de ce qu'on veut. Nous, on veut une lumière particulièrement dure, et pour ça, on va utiliser une lentille Fresnel. Comme vous pouvez le voir, il y a une surface vitrée avec des petites stries. Et le rôle de toutes ces petites stries, c'est qu'au lieu d'avoir un flux de lumière qui va partir dans tous les sens, on aura un rayon concentré dans une direction, un peu comme un laser. Les backlights dans le film noir, c'est toute une institution. Ils n'arrêtaient pas d'en utiliser pour faire ressortir la silhouette des acteurs dans la nuit. Donc nous, on a déplacé la nôtre et on l'a mise juste derrière. Et pour ce qui est de la fill light, dans le film noir, elle était vraiment réduite au minimum, voire carrément inexistante. Cette technique, elle a un grand avantage. Elle permet de concentrer l'attention en un point précis. Et ça a été utilisé dans plein de domaines très différents, que ça soit la pub ou la cuisine. Et pour les plus fauchés d'entre nous, elle a un grand avantage. Elle permet de cacher les décors et la misère. Cela dit, sur un cadrage aussi serré, c'est facile d'avoir un relativement bon résultat en utilisant le style de l'expressionnisme allemand. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez un cadrage beaucoup plus large, si vous voulez montrer votre décor? Et bien en gros, les mêmes principes s'appliquent. Vous allez avoir une ou plusieurs lumières très fortes, et à côté de ça, vous allez avoir des zones de pénombre, voire de noir complet. Pour la scène suivante, on voulait recréer la lumière de la lune, cette belle lumière bleue qui arrive dans la nuit. Sauf que pour ça, on était un peu coincé.
Mes lumières naturelles, elles sont de ce côté-là, avec les fenêtres. Sauf que c'est une lumière qu'on ne peut pas du tout contrôler. Je suis au 5e étage, ça changerait tout au long de la journée. Donc, il fallait recréer une fenêtre artificielle de ce côté-là. On a commencé par mettre une lumière avec une softbox, en essayant de prendre le plus de recul possible, même s'il y a assez peu de recul, c'est une salle de bain. Ensuite, on s'est rajouté un petit fil diffusant ici, au niveau de la fenêtre, histoire de encore diffuser la lumière et d'avoir cet effet un peu plus léché. Et enfin, on a rajouté ces petits cartons qu'on va utiliser pour fermer le bas de la fenêtre, un peu comme si c'était une fenêtre à hauteur normale. Et voilà! Si on voulait aller encore plus loin, on pourrait recréer ce côté un peu store vénitien qui est traditionnel dans les films de cette époque. Pour recréer ce genre de motif, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est celle traditionnelle, c'est celle des Q-coloris. Les Q-coloris, c'était des grandes plaques métalliques dans lesquelles ils perçaient un motif. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait ces plaques, on les mettait d'un côté, on prenait un gros projecteur, on envoyait de la lumière très concentrée sur le Q-coloris, et les trous dans la plaque métallique créaient ce côté un peu ombre chinoise. Cette méthode, elle n'était pas possible pour nous ici, parce qu'on a utilisé une lumière qui est très diffuse, alors que pour le Q-coloris, il faut une lumière très concentrée. Et deuxièmement, il faut une grande distance entre la lumière d'un côté et le Q-coloris de l'autre. Et on est dans une salle de bain, c'est clairement pas quelque chose qu'on a en stock. Il existe une seconde méthode, qui est celle utilisée par la plupart des gens aujourd'hui, qui est celle des gobos. Les gobos, en gros, c'est le même principe que les Q-coloris, sauf que pour concentrer la lumière et pour garder les rayons très parallèles, on va utiliser une série de lentilles qu'on va mettre en pointe du projecteur. Et l'avantage de ça, c'est que soudainement, on peut réduire grandement la distance entre le projecteur d'un côté et la plaque métallique de l'autre. Et ça permet aussi d'avoir des plaques métalliques beaucoup plus petites. Mais pour les gens fauchés comme moi qui n'ont pas accès à un gobo, il va falloir improviser. Et on va utiliser les méthodes ancestrales. Donc là, les petits barreaux de cette chaise, ça évoquait un peu des barreaux de prison et ça allait bien avec notre esthétique. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre un peu de scotch et intensifier la taille de ces barreaux parce qu'ils étaient vraiment trop fins. Et comme j'aimais pas trop le fait qu'on ait cette espèce de ligne horizontale ici, on a utilisé cette petite valisette que j'ai vaguement coincée, histoire d'effacer tout ça et d'avoir vraiment que les barreaux de prison. Une fois qu'on a fait ça, on va bouger cette chaise d'avant en arrière pour essayer d'affiner la définition de nos ombres. Donc vous verrez qu'à mesure que je m'approche du projecteur, on est de plus en plus flou et les ombres sont de plus en plus grandes. A l'inverse, si je m'éloigne du projecteur, les ombres sont de plus en plus définies et de plus en plus dures. Et pour notre part, on était content avec ce genre de résultat. Bon, ces histoires, ça ne nous aide pas beaucoup, hein. On a toujours notre plan qui est un peu ennuyeux. Et pour rendre ça un peu plus intéressant, on va utiliser un grand classique, la machine à fumer. La machine à fumer, elle va avoir deux avantages. Premier avantage, ça va donner de la texture à cette lumière qui arrive de la Lune. Et deuxième avantage, vous voyez le mur blanc derrière moi, c'est assez désagréable, ça casse un peu notre immersion et j'aimerais bien qu'on le voit plus. C'est parti! Et voilà ce que ça donne. Là, c'est presque trop. Faut pas faire devant moi, faut vraiment que j'en mette la balle au fond. Ouais, là, on a le mix à peu près. Ah non, pourquoi t'as... Et voilà ce que ça donne. Toutes les techniques que je vous ai montrées jusqu'alors, elles sont plutôt à réserver pour le domaine de la fiction. En effet, si vous vous ramenez pour une interview corporate et que vous commencez à faire des éclairages hyper contrastés, il risque de faire une drôle de tête. Cela dit, si le sujet de l'interview corporate vous intéresse, j'ai fait cette vidéo-là, qui est très complète sur le sujet et dans laquelle on reproduit le style de certains grands médias, notamment Arte, Netflix, etc. On aborde également certaines notions qui sont absolument à connaître quand vous faites des interviews, à savoir le low-key, qu'est-ce que c'est que le ratio de contraste, ou encore comment utiliser les lignes directrices dans votre cadrage. Ça se passe ici. Tant qu'à moi, je vous dis salut!